Nostalgie, sur les pas de Mehran le frère de lait juif. Ce récit est né d'une mémoire intime, d'un lien invisible tissé dans les années 1940 et 1950 entre les communautés juives et berbères du sud du Maroc. Il ne s'agit ni d'une fresque historique exhaustive, ni d'un document académique, mais d'une reconstruction vivante d'expériences humaines, enfance, fraternité, pauvreté, travail, exode et survie. Mehran, le narrateur, est un enfant de cette époque, né au cœur des plaines et des montagnes, bercé par les saisons et les travaux agricoles, et confié, pour quelques jours, au sein protecteur d'une nourrice juive dans le Méla de Tiznit. Ce geste, simple et naturel à l'époque, portera en lui le concept de « fraternité de lait », un lien que ni le temps ni l'exode ne pourront effacer. À travers son regard d'enfant et ses souvenirs d'adolescent, le lecteur découvre un monde aujourd'hui disparu, les ateliers des selliers et des savetiers, les rues poussiéreuses du Méla, les souks animés, les jardins et les vergers qui nourrissaient les familles, et la vie quotidienne marquée par la rigueur mais aussi par la solidarité. Les récits de famine, de taxes insupportables, de travaux forcés et de pauvreté côtoient des instants de tendresse, de rires partagés et de liens intercommunautaires profonds. Ce manuscrit raconte aussi la rupture, l'exode des Juifs du Maroc, la destruction partielle d'Agadir en 1960 et les conséquences irrémédiables sur les liens humains et familiaux. Mais il est surtout un hommage à la mémoire, à la transmission et à l'identité plurielle. Mehran nous rappelle que l'histoire individuelle est indissociable de l'histoire collective, et que les gestes simples, un sein offert, une main tendue, un sourire partagé peuvent traverser le temps et les catastrophes. Ce contenu s'adresse à tous ceux qui veulent entendre la voix d'un Maroc multiple et ancien, où coexistaient langues, religions et cultures, et où la fraternité humaine pouvait naître des gestes les plus ordinaires. Il est un appel à ne jamais oublier que derrière les grandes ruptures et les catastrophes, il y a des vies, des souvenirs, et des liens qui continuent de vivre dans la mémoire des hommes. Le contexte du récit vécu. Les Juifs du Maroc au XXe siècle. Une communauté multiple, amazighe et citadine, profondément marocaine, dont la mémoire continue de marquer l'histoire sociale et culturelle du pays. Le Maroc abritait l'une des plus anciennes et des plus importantes communautés juives du monde musulman. Leur présence, enracinée depuis plus de 2 millénaires, structurait une part essentielle de la vie urbaine et rurale du pays. Ils étaient les héritiers du royaume juif berbère du sud marocain. La population juive marocaine avoisine les 250 000 personnes, réparties entre les grandes villes impériales et une multitude de villages berbères du Moyen Atlas, du Haut Atlas et du Souss. Cette communauté représentait près de 3% de la population totale du Maroc. Les Mélas, quartiers juifs, étaient présents dans presque toutes les grandes villes ainsi que dans de nombreux centres secondaires. On dénombre plus de 30 mélas urbains actifs, chacun organisé autour de synagogues, d'écoles religieuses, de fours collectifs et de marchés communautaires. En parallèle de ces communautés urbaines existaient les juifs des villages berbères, souvent appelés « juifs du bled ». Installés depuis le Haut Moyen Âge, ils vivaient au cœur des tribus amazighes dans des villages mixtes. Dans le Souss, le Haut Atlas et le Moyen Atlas, ces Juifs parlaient majoritairement le berbère, tacheli, partageaient les coutumes locales et entretenaient des relations de solidarité avec leurs voisins musulmans. Ces Juifs ruraux exerçaient des métiers essentiels. Orfèvres et bijoutiers, garants de l'art de l'argent berbère, forgerons, menuisiers, tanneurs, commerçants itinérants, prêteurs, intermédiaires commerciaux et même guérisseurs et musiciens. La vie quotidienne au sein des communautés berbères était marquée par une cohabitation pragmatique. Les Juifs participaient aux cycles agricoles, aux marchés hebdomadaires, aux fêtes locales, tout en conservant leurs propres rites, le Shabbat, les fêtes juives et une organisation communautaire autonome dirigée par des rabbins et des notables. Les femmes jouaient un rôle clé dans la transmission des traditions et la gestion domestique. Dès les années 1940 à 1950, l'exode rural juif s'accélère, prélude à l'émigration massive alimentée par des messages politiques et mensonges d'insécurité. L'histoire de Mehran le frère de lait juif.
Maran vit le jour le 8 septembre 1943, une année que le Maroc n'oublia pas. Quelques mois plus tôt, en janvier, Roosevelt et Churchill s'étaient rencontrés à Casablanca pour préparer le tournant de la guerre contre l'Allemagne nazie. Deux événements très éloignés l'un de l'autre, pensait Maran plus tard, mais qui marquèrent le pays, l'un écrit dans les livres d'histoire, l'autre inscrit dans une mémoire humble, rurale, silencieuse. Le Maroc était alors sous le protectorat français. Les villes comme les campagnes étaient administrées par des officiers coloniaux, et le pays sortait lentement d'une longue période de famine et de grande pauvreté. La famille de Maran, berbère amazigh, vivait pourtant dignement de la terre. Elle exploitait un lopin agricole d'environ 1,5 hectare, irrigué grâce à une noria rudimentaire, un système de cordes et de récipients entraînés par une vache, puisant l'eau sur une vingtaine de mètres. Un bassin de 3 mètres sur 3 se remplissait en 2 jours, permettant d'arroser près de 300 mètres carrés de carottes ou de pommes de terre. Autour des cultures poussaient des figuiers, des orangers, des grenadiers, des vignes, et quelques ruches donnaient un miel rare. Maran grandit dans cet univers frugal, entouré de nature, sans abondance mais sans misère. Le savon était rationné, distribué en petits morceaux contre des bons. Les impôts étaient lourds, les travaux forcés fréquents au profit des colons. C'est dans ce contexte que Maran passa ses premières années, entre 1 et 5 ans, aimé de son père, troisième enfant d'une lignée attachée à la terre et au courage silencieux. Vers 1944, son père se rendait une fois par an à Tiznit, à Dos de Mule, pour visiter ses 2 sœurs installées dans un village voisin. Le voyage durait une nuit et une partie de la journée. Tiznit était alors une petite ville berbère où cohabitaient paysans, citadins et juifs, réunis dans une vie communautaire simple, sans que les différences religieuses ne dictent les relations humaines. Dans le Méla de Tiznit, comme ailleurs dans le Souss, les femmes juives prenaient souvent en charge les nourrissons de leurs voisines berbères musulmanes, lorsque celles-ci partaient travailler au champ. Maran fut l'un de ces enfants pendant quelques jours. Privé de sa mère et du lait de la vache de la ferme familiale, il fut confié à une femme juive du Méla. Elle le prit dans ses bras et lui donna son sein, comme elle le faisait pour ses propres enfants et pour d'autres nourrissons musulmans confiés à sa garde. Ainsi, sans que personne n'y voie une transgression, Maran devint frère de lait des enfants de cette maison. Ce lien, reconnu dans la tradition musulmane, fut respecté par les 2 familles. Il resta longtemps enfoui dans la mémoire de l'enfant, mais ravivé chaque année par les visites réciproques entre familles berbères et juives, chose tout à fait normale à l'époque. En 1949, celle qu'il appellerait plus tard sa tante juive lui révéla le secret, il était le frère de ses enfants, lié à eux par le lait. Maran comprit alors que ce lien, plus fort que les mots, avait traversé les années. À 3 ans, durant quelques mois, il fréquenta l'école du Méla avec les enfants juifs, sous l'autorité d'un maître juif. Plus tard, il rejoignit la première école construite par le protectorat dans la région, où se retrouvaient des enfants de plusieurs villages. C'est ainsi qu'il apprit très jeune l'arabe et le français. Au début des années 1950, Maran se retrouva à Talbort, à Agadir, au sein d'une famille adoptive. La ville était alors un carrefour d'Européens, de Juifs et de Berbères, capitale du Soussaït Banran. Il fréquenta une école créée par une famille juive située dans le Méla. Le hasard, une fois encore, le ramena vers ses racines de lait, sa tante juive avait quitté Tiznit pour Agadir, et ses enfants fréquentaient la même école. Cette rencontre fut pour Maran un soulagement profond, il portait déjà sur ses épaules une maturité d'adulte, bien qu'il n'eût que 9 ou 10 ans. C'est auprès de cette tante qu'il comprit pourquoi ses amis juifs portaient une petite coiffe qu'on lui refusait, pourquoi les juifs exerçaient tous un métier marchand, forgeron, vétérinaire, colporteur sillonnant les douars avec un âne et des paniers chargés de savon, de henné, de sucre ou d'épingles. Elle lui parla aussi de la guerre, de Hitler, de la chasse aux Juifs, des massacres dont il entendait pour la première fois la vérité. Ensemble, ils pleurèrent parfois en silence. Puis vint le temps des départs.
Au début des années 1950, des pressions multiples poussèrent les Juifs du Souss, des montagnes, des plaines et des vallées à quitter le Maroc, abandonnant leurs voisins berbères dans les larmes. Mehran accompagna une dernière fois sa tante dans les Mélas d'Aït Wafka, de Tafraout, de Tazar, dans la région de Tata. Après cela, il ne resta que les souvenirs. Ce fut une déchirure pour tous. Ceux qui partaient rêvaient d'un ailleurs mythique, ceux qui restaient perdaient des frères de lait, des voisins, une part de leur enfance. L'exode et la rupture. Les années passèrent, mais l'équilibre fragile qui liait les communautés commença à se fissurer. Au début des années 1950, le Maroc vivait toujours sous le protectorat français, mais le pays était traversé de tensions nouvelles, diffuses, parfois invisibles. Dans les Mélas du Souss, de Tiznit à Tafraout, de Taroudan à Agadir, une inquiétude sourde s'installait parmi les familles juives. Elle venait de loin, portée par les récits de la guerre en Europe, par les nouvelles du génocide, mais aussi par des messages venus de l'extérieur, émanant de coreligionnaires déjà partis, appelant à l'émigration vers une terre présentée comme une promesse. Les Juifs du Souss vivaient là depuis des siècles. Leur pays, c'était cette terre aride et généreuse à la fois, ces montagnes, ces vergers, ces souks où ils travaillaient aux côtés des musulmans berbères. Pourtant, peu à peu, les mots changèrent, les regards devinrent inquiets. On parlait de départs organisés, de voyages secrets, de promesses de sécurité et d'abondance. Des familles entières commencèrent à vendre ce qu'elles possédaient, parfois pour presque rien. Dans les montagnes, dans les plaines et les palmeraies, des maisons furent abandonnées, des ateliers fermés, des mélas se vidèrent. Mehran, encore enfant, assistait à ces bouleversements sans toujours les comprendre. Il voyait les adultes parler à voix basse, les femmes pleurer en silence, les hommes hésiter entre rester sur une terre connue et partir vers un avenir incertain. Dans le Mélas de Talborit, la rupture fut brutale. En 1952, une grande partie des familles juives quittèrent Agadir. L'école du Mélas ferma ses portes. Pour Mehran et ses camarades de classe, ce fut une catastrophe silencieuse. Les bancs se vidèrent, les rires disparurent, et avec eux une enfance partagée. La séparation avec sa tante Singra fut la plus douloureuse. Elle était pour lui bien plus qu'une parente par alliance, elle était sa mère de lait, celle qui lui avait donné le sein dans les premières années de sa vie, celle qui lui avait transmis des mots, des histoires, et une part de son regard sur le monde. Mehran l'accompagna une dernière fois dans ses visites au Mélas d'Aït Wafka, de Tafraout et de Tazar, dans la région de Tata. À chaque étape, il voyait les mêmes scènes, des adieux, des embrassades, des larmes, des bénédictions murmurées. Puis ce fut la coupure nette, sans retour. À Tafraout, les Juifs parlaient d'Israël comme d'un lieu mythique, presque irréel. On leur avait promis monts et merveilles, des maisons, du travail, une vie meilleure. Beaucoup partirent convaincus qu'ils reviendraient un jour. D'autres savaient, au fond d'eux-mêmes, qu'ils quittaient leur pays pour toujours. Les départs s'intensifièrent après l'indépendance du Maroc en 1956, lorsque les pressions sociales et politiques se firent plus fortes. Les communautés juives rurales furent parmi les premières à disparaître. Les années suivantes furent celles de l'adaptation. En 1957, Charles Simon et son épouse, instituteurs juifs engagés, fondèrent l'école musulmane d'Agadir, suivie du premier cours complémentaire de l'enseignement secondaire. Mehran y fut inscrit cette même année, avant de rejoindre, en 1958, le lycée Youssef Ben Tachfine, récemment créé. Il se souviendrait plus tard des surveillants généraux, Antoine Pierragy et Raoul Leb, figures d'autorité d'une époque encore marquée par l'héritage colonial. Mehran poursuivait sa scolarité avec un rendement moyen, partagé entre l'école et le travail familial. En parallèle de ses études, il aidait ses parents adoptifs dans la commercialisation des huiles en gros, apprenant très jeune le sens des responsabilités et de l'effort. Mais malgré ses nouvelles attaches, quelque chose en lui restait tourné vers le passé, les voix du Mélas, les gestes de sa tante, les enfants avec qui il avait partagé le lait, les bancs d'une école aujourd'hui fermée. L'exode avait laissé derrière lui un vide que rien ne semblait pouvoir combler.
Ce n'était pas seulement le départ des Juifs qui marquait cette époque, mais la fin d'un monde où la proximité, la solidarité et la parenté de lait tissaient des liens plus forts que les frontières religieuses. Pour Maran, cette rupture fut la première grande blessure de sa vie, une blessure silencieuse, faite d'absences et de souvenirs. La vie omet la pauvreté, dignité et survie. Pour comprendre l'enfance de Maran et les liens profonds qui l'unissaient aux Juifs du Souss, il faut revenir à la réalité des mélas ruraux entre 1940 et 1955. Loin des images idéalisées ou des récits simplifiés, la vie y était dure, souvent misérable, mais traversée par une dignité obstinée et une solidarité quotidienne. À Taroudan, comme à Tiznit ou Tafraout, le Méla était un quartier à part, resserré derrière ses murs, abritant une population pauvre et laborieuse. En 1953, une enquête officielle décrivait le Méla de Taroudan, 188 maisons pour près d'1 millier d'âmes, dont la majorité vivait dans des conditions précaires. Des familles entières, parfois jusqu'à 9 personnes, partageaient une seule pièce. L'espace manquait, l'air circulait mal, et plus de la moitié des habitations ne possédaient aucune véritable fenêtre, seulement de petits orifices laissant entrer un peu de lumière. L'eau était rare. Une seule pompe alimentait presque tout le Méla. Les puits privés, quand ils existaient, étaient souvent pollués. Certains servaient de dépotoir lorsqu'ils s'asséchaient, puis redevenaient source d'eau sans nettoyage préalable. Les latrines manquaient cruellement, des terrains vagues faisaient office de lieux d'aisance, favorisant maladies et infections. Les animaux chèvres, poules, parfois un âne partageaient souvent l'espace de vie avec les familles, faute d'autres solutions. Pourtant, la vie continuait. Chaque jour, les hommes se rendaient au souk ou travaillaient dans de petits ateliers sombres, savetiers raccommodant des babouches avec des outils rudimentaires, selliers, ferblantiers, orfèvres gravant patiemment des poignards ou des bijoux d'argent jusqu'à s'abîmer les yeux. Le gain était maigre, parfois 2 ou 3 francs par jour, juste assez pour nourrir une famille. Les femmes, poussées par la nécessité, quittaient le Méla les jours de marché. Enveloppées dans leur haïk blanc, elles s'installaient à l'entrée des fondouks, attendant qu'on leur confie un travail, coudre une djellaba, réparer un vêtement, terminer une faragia avant la fin de la journée. Elles travaillaient pliées sur leurs machines à coudre louées, dans des lieux obscurs, respirant la poussière et la fumée, pour un salaire dérisoire. Beaucoup souffraient de maladies des yeux ou des mains brûlées par la cuisson du pain, préparé à même la maison, sur un feu de charbon. Il n'y avait qu'un seul bain public, loin du Méla, que les familles juives fréquentaient rarement. Le bain rituel, installé dans une petite pièce sombre, n'était souvent qu'un bassin d'eau stagnante. Malgré cela, les rites étaient maintenus, les fêtes célébrées, la vie religieuse préservée autant que possible. Dans les ruelles étroites, des marchands ambulants étalaient leurs marchandises sur des sacs de chanvre, allumettes, fils, épingles, savon, bougies, henné, sucre. Les clients demandaient peu, 1 sou de sel, 2 sous de fil. Chaque petite pièce glissée dans l'écuelle était une victoire. Le marchand souriait, bénissait ses clients, heureux de pouvoir nourrir les siens quelques jours de plus. Musulmans et juifs achetaient et vendaient sans hostilité, la pauvreté était partagée, parfois plus dure encore chez les paysans berbères des environs. C'est dans cet environnement que s'enracinait la solidarité entre communautés. Les femmes juives du Méla prenaient en charge les nourrissons berbères pendant que leurs mères travaillaient au champ. Le lait circulait comme la parole et le pain. Ces gestes, simples et vitaux, créaient des liens durables, des frères et sœurs de lait, des familles élargies par nécessité autant que par humanité. Maran comprit plus tard que cette pauvreté partagée expliquait la force de ces relations. Les Juifs du Souss n'étaient ni des étrangers ni des privilégiés, ils vivaient la même rudesse, respiraient la même poussière, dépendaient des mêmes saisons. Leur dignité résidait dans le travail, la transmission et l'entraide. Le Méla, malgré son enfermement et sa misère, était aussi un lieu de vie, de mémoire et de résistance silencieuse. Lorsque l'exode commença, ce monde fragile s'effondra. Les maisons se vidèrent, les ateliers se turent, les ruelles perdirent leur voix.
Mais dans la mémoire de Maran, le Méla resta vivant, non comme un lieu de détresse, mais comme un espace où la survie avait un visage humain, où la pauvreté n'empêchait ni la dignité ni la fraternité, et où le lait partagé avait scellé des liens plus forts que l'exil. 1960, Agadir détruite, la fin d'un monde. La nuit du 29 février 1960 mit fin à bien des certitudes. C'était le mois de Ramadan. Agadir dormait encore, insouciante, quand la terre se mit à trembler. En quelques instants, la ville fut brisée. Ce ne fut pas seulement un désastre matériel, ce fut la disparition brutale d'un monde déjà fragilisé par les départs, les ruptures et les silences accumulés depuis des années. Maran avait alors 16 ans. Il se trouvait à Agadir, engagé dans une vie partagée entre l'école et le travail familial. Le lycée Youssef Ben Tachfine, qu'il fréquentait depuis 1958, incarnait pour lui une promesse de continuité, d'avenir possible malgré les pertes de l'enfance. En une nuit, tout cela s'effondra. Les repères disparurent, les rues familières furent méconnaissables, et les voix connues se turent. On parla de 10 000 morts, de dizaines de milliers de blessés. Mais pour Maran, les chiffres n'avaient pas de sens. Ce qu'il ressentait, c'était une absence immense, un vide irréversible. Agadir, tel qu'il l'avait connu, ville mêlée de berbères, de juifs, d'Européens, n'existait plus. Le tremblement de terre venait clore un long cycle commencé depuis des décennies. Les années précédentes avaient déjà arraché à Maran une grande part de son monde. Les départs massifs des Juifs du Souss avaient vidé les Mélas, fermé les écoles, rompu des liens anciens. Le séisme acheva ce que l'exode avait commencé. Les rares familles juives restées à Agadir quittèrent à leur tour la ville détruite. Les quartiers furent rasés, reconstruits ailleurs, autrement. La mémoire, elle, resta sans lieu. Après 1960, plus rien ne fut comme avant. Maran poursuivit sa route, contraint de s'adapter encore une fois. Il continua à aider ses parents adoptifs dans la commercialisation des huiles, tout en maintenant une scolarité irrégulière, marquée par les bouleversements successifs. Il n'était plus un enfant, mais pas encore un adulte. Il portait déjà en lui plusieurs vies, celle de la fermette berbère, celle du Méla, celle des écoles juives et musulmanes, celle d'Agadir avant la chute. Avec le temps, Maran comprit que le séisme n'avait pas seulement détruit des maisons. Il avait enseveli une coexistence ancienne, fragile mais réelle, faite de voisinage, de travail partagé, de lait donné et reçu. La parenté de lait, les amitiés d'enfance, les bancs d'école mixtes appartenaient désormais à un passé que plus rien ne viendrait restaurer. Agadir fut reconstruite, moderne, tournée vers l'avenir. Mais pour Maran, la ville ancienne demeurait vivante ailleurs, dans les souvenirs, dans les visages absents, dans la voix de sa tante juive, dans les ruelles des Mélas disparus. Le tremblement de terre de 1960 marqua la fin d'un monde, mais aussi le début d'une autre mission, silencieuse, celle de garder vivante la mémoire de ce qui avait existé, et de transmettre une histoire où la fraternité avait précédé la rupture. Mémoire, transmission et identité, ce que Maran a retenu. Avec les années, Maran comprit que sa vie avait été traversée par plusieurs mondes, et que chacun avait laissé en lui une trace indélébile. Il n'appartenait jamais à un seul espace, à une seule langue, à une seule histoire. Il était né de la terre berbère, nourri par le lait d'une femme juive, formé dans des écoles du protectorat, puis façonné par les ruptures de l'exode et de la catastrophe. Ce qu'il avait retenu avant tout, ce n'étaient pas les discours politiques ni les grandes idéologies, mais les gestes simples, une femme qui tend les bras à un nourrisson, un sein offert sans condition, un sac de céréales déposé en remerciement, un maître d'école qui accueille un enfant sans lui demander d'où il vient. Ces gestes avaient construit une fraternité vécue, bien plus solide que les mots. Maran savait que, dans la tradition musulmane, le lait crée une parenté véritable. Il savait aussi que, même si la loi juive ne la codifie pas de la même manière, cette parenté avait existé dans les faits, dans les cœurs et dans les pratiques. Il ne parlait pas des Juifs comme d'une autre communauté, mais comme de frères de lait, liés à lui par l'enfance et la survie.
Cette conviction, il la portait sans colère, sans nostalgie excessive, mais avec une fidélité calme. La disparition des Mellahs, l'exode des Juifs du Souss, la destruction d'Agadir avaient laissé des vides irréparables. Pourtant, Maran refusait que ces absences deviennent un oubli. Il comprit que transmettre ne signifiait pas idéaliser, mais raconter avec justesse, la pauvreté, la dignité, la peur, l'entraide, les larmes partagées. Il fallait dire la vérité d'un monde dur, mais profondément humain. Avec le temps, il raconta cette histoire à ses proches, puis à ceux qui voulaient bien écouter. Il parlait des langues qu'il avait apprises enfant, des écoles disparues, des souks animés, des femmes juives cousant à la lumière faible, des colporteurs parcourant les douars avec leurs ânes, des enfants assis côte à côte sur les bancs du Mellah. Il racontait surtout le lait, ce lien invisible qui avait traversé les frontières religieuses et survécu aux ruptures. Maran comprit que son identité ne se résumait pas à une appartenance unique. Elle était faite de straits, de passages, de croisements. Être berbère musulman ne l'avait jamais empêché de porter en lui une part juive, non pas comme une croyance, mais comme une mémoire vivante. Cette pluralité n'était pas une faiblesse, elle était une richesse silencieuse. Aujourd'hui, Maran sait que son histoire n'est pas seulement la sienne. Elle est celle d'un Maroc ancien, rural et montagnard, où la coexistence n'était ni parfaite ni idéalisée, mais réelle, quotidienne, incarnée. Un Maroc où l'on partageait le pain, le lait, le travail et parfois le chagrin. Un Maroc que le temps, les départs et les catastrophes ont transformé, mais dont la mémoire demeure dans ceux qui ont vécu cette fraternité. Écrire, raconter, transmettre, telle est devenue la responsabilité de Maran. Non pour raviver les blessures, mais pour rappeler qu'avant les séparations, il y eut un temps où les enfants grandissaient ensemble, où les femmes se soutenaient, et où le lait faisait de l'autre un frère. Plus de 60 ans se sont écoulés, Maran a traversé des décennies et vécu des expériences parfois douloureuses, mais l'ombre de sa mère de lait ne l'a jamais quitté. Il regrette l'absence de sa photo réelle sur support mais la garde intacte dans sa mémoire. Sa mère de lait qui acheva sa vie à plus de 5000 de son lieu de naissance à Tiznit au Maroc n'est plus un lieu précis, ni une adresse, ni une voie au bout du chemin, elle est devenue un souvenir mouvant, parfois flou, parfois brûlant, qui revenait sans prévenir. Il ne savait plus où la situer dans le monde, ni même si le monde la portait encore, et pourtant elle vivait intacte en lui, dans un geste oublié, une odeur, une façon de prononcer son nom. Sinra l'absence avait effacé les nouvelles, mais la mémoire, elle, refusait d'effacer l'amour, le gardant suspendu dans le temps, comme une présence invisible qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Maran garde toujours un lien furtif et fictif avec les Juifs berbères d'Israël à travers les forums et chats et regrette que l'abandon de leur pays d'origine, le Maroc, n'a pas totalement permis de les rendre plus heureux. La communauté juive marocaine en Israël aujourd'hui. Les Juifs originaires du Maroc constituent aujourd'hui l'une des plus grandes composantes de la société israélienne. Près d'1 million d'Israéliens sont d'origine marocaine, représentant une part importante de la population juive du pays, mais les comtiges communautaires et les identifications personnelles donnent des chiffres beaucoup plus élevés car ils incluent les générations plus éloignées. Intégration sociale et économique. Lors de l'arrivée massive entre les années 1950 et 1960, beaucoup de Juifs marocains ont été installés dans des villes nouvelles, des zones périphériques ou des moshavim, villages de colonisation, afin de peupler les régions frontières et développer le pays. Les premières années ont été difficiles, chômage, emploi peu qualifié et parfois marginalisation par rapport aux Juifs d'origine européenne. Progressivement, leurs descendants ont gravi les échelons socio-économiques, avec une forte présence dans l'entrepreneuriat, l'immobilier, les professions diverses, et même la haute technologie. La culture judéo-marocaine a influencé profondément la culture israélienne. Les plats marocains comme le couscous, le tagine ou la mimouna sont populaires dans tout Israël. Musique, chants séfarades, danses et coutumes ont été intégrés dans le paysage culturel israélien. Certains mots de l'arabe marocain et expressions culturelles sont passés dans l'hébreu parlé par les générations issues de l'immigration.
Les langues traditionnelles comme le judéo-marocain ou même le judéo-berbère ont décliné, mais subsistent chez les personnes âgées et dans des projets de préservation linguistique. La mimouna, fête de retour des aliments fermentés après Pâques, est devenue un événement célébré largement en Israël, même au-delà des seules communautés marocaines. Les Marocains israéliens ont eu un impact significatif en politique. Plusieurs personnalités d'origine marocaine ont occupé des postes ministériels importants et même des fonctions de premier plan dans la Knesset. Malgré leur contribution à la société, beaucoup ont fait face à discrimination sociale et économique, surtout dans les premières décennies après l'immigration, en raison d'un système éducatif et professionnel inégal ou de préjugés culturels. La normalisation des relations entre le Maroc et Israël depuis 2020 a ravivé l'intérêt pour les racines marocaines parmi les jeunes Israéliens d'origine marocaine, ouvrant de nouvelles opportunités de liens culturels et de voyage.